on est passé clairement, suite à la crise, d'un monde incertain vers un monde improbable. Face à ce contexte-là, on est obligé de planifier, on est obligé d'élaborer des scénarios. Alors, pour faire ce travail-là, la plupart des entreprises utilisent Excel. 80% des entreprises utilisent Excel pour faire leur planification. On prône la mort d'Excel depuis plus de 20 ans. Excel est toujours là. Je pense que Excel sera toujours là, car il faut le reconnaître, c'est un outil très performant. Mais dans le contexte où la corrélation entre l'avenir et le passé n'a jamais été aussi faible, il est nécessaire de faire des dizaines, voire des centaines de scénarios financiers pour obtenir un résultat. Mais avec Excel, on comprend bien qu'il y a des limites à cela. Déjà, 23% des tableurs contiennent des erreurs. 25 heures par mois et par employé sont consacrées à la gestion de données Excel, ce qui représente 1 875 $ par mois par employé, et sur un an, par an et par employé, 22 500 $. Alors, au-delà de ces chiffres, on comprend bien qu'il y a des coûts cachés, finalement. On perd du temps à faire de l'Excel au détriment de l'analyse et de la prise de décision. Donc, de ce fait, on ne se concentre pas sur son cœur de métier. Du coup, on perd des opportunités potentielles. On travaille sur de la non-valeur ajoutée. Il n'est pas de la valeur ajoutée du contrôle de gestion, de gérer de l'Excel au quotidien. C'est risqué parce que les Excel, après, on se les transmet par mail et autres. On sait que tout ça n'est pas très sécurisé. L'erreur est humaine, mais elle est très facile à faire dans Excel et parfois on se rend compte d'une erreur en bout de chaîne et il faut remonter toute la chaîne pour voir d'où vient l'erreur. C'est un outil complexe et non évolutif, c'est-à-dire que j'évoquais la nécessité de faire des scénarios. Typiquement avec Excel, si on veut faire des scénarios, on duplique tout, on duplique tous les fichiers et on recommence à partir de rien. Et pour terminer sur cette coût caché, il n'y a pas de travail collaboratif avec Excel, ce qui est dommage. On verra avec Gelox comment on peut travailler de manière collaborative. Mais bref, avec Excel, chacun travaille sur ses Excel de son côté. Et ensuite, il y a quelqu'un qui doit tout consolider pour avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est un vrai défi. Alors, il y a Excel, mais il y a Gelox aussi. Gelox, qui est cette plateforme unifiée qui a pour objectif justement d'améliorer la performance en donnant davantage de visibilité, et notamment dans le contexte actuel. Donc, le processus, en général, s'articule en 3 étapes. Alors, je disais tout à l'heure que la corrélation entre le passé et le futur n'avait jamais été aussi faible. Eh bien, certes, mais il convient toujours d'analyser l'historique, même si on sait que l'avenir ne ressemblera pas forcément à ce que nous avons vécu en amont. Mais convient d'analyser l'historique grâce à du reporting, et Gelox propose cette couche de BI qui permet de faire des tableaux de bord, d'avoir des KPI, des indicateurs, et de faire du reporting. Mais ce reporting doit être complété de fonctionnalités d'analyse, d'analytics avancées, car l'information, il faut être en mesure de la visualiser au bon niveau d'agrégation, du bon point de vue, je dirais même sous le bon angle. Donc, on a besoin d'une couche analytics en complément du reporting. Mais après, tout ceci, on le fait pourquoi? Pour planifier l'avenir. Et ce qui est génial avec Gelox, c'est que justement, j'évoquais le fait de faire de multiples scénarios. Eh bien, avec Gelox, on va pouvoir effectivement faire des scénarios what if en tenant compte d'hypothèses différentes, archiver ces scénarios, que ce soit en termes de prévision, d'atterrissage fin d'année ou de budget pour les années qui viennent, et stocker ces simulations, ces scénarios, avec la possibilité de passer d'un scénario à un autre à tout moment si le contexte l'exige. Voilà. Alors, pour aboutir à ce résultat, notre plateforme et la stratégie Gelox n'a en aucun cas été de dire on met Excel à la poubelle et on reconstruit à partir de rien. Excel est un outil puissant, donc la stratégie a été de prendre Excel et d'aller au-delà des limites d'Excel. Alors, aller au-delà des limites d'Excel, ça veut dire quoi? Ça veut dire y adjoindre une base de données en mémoire, c'est-à-dire une base de données dans laquelle on va inclure des cubes contenant des axes d'analyse, qu'on appelle aussi des dimensions. Chaque croisement d'au moins 2 axes d'analyse représentant une information, une donnée. Et le fait que tout cela soit en mémoire fait que la restitution de l'information se fait en temps réel. Pour que Gelox fonctionne correctement, il faut bien l'alimenter en données. Et on ne va pas le faire manuellement.
on va le faire via des interfaces grâce à notre ETL totalement dédié qui permet de se connecter à tout type d'outils pour récupérer les données sources. Ensuite, un processus de planification est le résultat d'un travail collaboratif. Et pour travailler de manière collaborative, il faut disposer de workflows sécurisés où l'on va avoir différentes parties prenantes qui auront chacun des accès avec des droits plus ou moins riches, plus ou moins restreints en fonction donc de leur rôle dans le processus. Donc, workflow. C'est une application qui s'accède, à laquelle on accède via un browser comme Google Chrome, donc une URL login mot de passe, et qui est également disponible sur des interfaces mobiles telles que des tablettes tactiles. Alors, quand on construit une solution Gelox, eh bien, il est important de noter qu'il faut faire le bon choix en termes de flexibilité. Et je pense que chez Gelox, on a trouvé le bon niveau de flexibilité parce que, certes, en haut à gauche, on propose des modèles préparamétrés, des modèles tels que des comptes de résultats, bilan, cash flow, consolidation statutaire, qui n'attendent qu'à être alimentés en données. Mais si le client, le prospect souhaite quelque chose de personnalisé, en bas, on peut aussi partir d'une feuille blanche. Alors, quand je dis une feuille blanche, on ne parle pas de rien, on parle de la plateforme, mais on modélise. Et je dis bien on modélise, je ne dis pas on code. En aucun cas est-il nécessaire de faire du code, mais en réalité de la modélisation de la configuration. Et à côté de ça, comme on valorise Excel dans notre solution, eh bien, il y a la possibilité de faire des analyses ad hoc très rapidement sous Excel, vous le verrez dans la démo, mais également de créer des modèles simples à partir d'une simple extraction système. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de passer à la démonstration dans l'outil. Voilà, et vous voyez ici apparaître mon écran donc, de démarrage, de démonstration standard de l'outil, dans lequel vous voyez sur la gauche une barre de navigation comprenant une certaine richesse. Mais commençons par le commencement, commençons par le reporting. J'indiquais bien que c'était une première étape d'analyser le passé, le présent. Grâce à Gelox, vous allez être en mesure de faire de l'analyse avancée. Typiquement, voilà un tableau de bord des ventes avec donc des codes couleurs et autres, et surtout la possibilité en un clic de basculer sur un axe d'analyse à un autre. Là, je suis sur le revenu net. J'ai dans ma carte un code couleur qui permet de illustrer très visuellement quels sont les pays qui performent le plus. Mais en un clic, tout de suite, je peux passer sur l'aspect coût variable, l'aspect profit net, marge nette, ou voir mes ventes, mais cette fois-ci en termes d'unités. Donc, vous voyez qu'il y a une grande interactivité avec la possibilité de passer d'une vision mois à une vision cumulée, donc year to date, et à passer d'une vision client à une vision produit. Et tout se met à jour en temps réel. Alors, il y a aussi la notion de drill through qui est très intéressante. Et typiquement, là en bas à droite, vous voyez un graphique qui montre les clients top 10. Et je vais pouvoir faire un drill through, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le graphe, j'accède à un nouveau graphe qui illustre pour le client numéro 1, c'est comme ça que je l'ai paramétré, les ventes par ordre décroissant en termes de produits. Donc là, vous voyez sur la gauche les différents produits. Donc on va parler de vélo, on va se placer dans l'industrie et on va parler de vente de vélo. Voilà ce que vous pouvez attendre de Gelox en termes de reporting. Il y en a bien d'autres, des dashboards, des tableaux de bord, mais c'est pour vous donner une idée. Maintenant, je pense qu'il est pertinent pour que vous ayez une vision claire de ce qu'est capable de faire l'outil, de partir donc d'un compte de résultats tel que celui que vous voyez à l'écran. Alors, c'est un exemple. On va s'attacher à l'aspect revenu aujourd'hui, à l'aspect chiffre d'affaires et la projection du chiffre d'affaires, avec du coup dans ce compte de résultats un certain nombre de postes sur la gauche, mais surtout 3 colonnes avec le réel, le réalisé, sachant que nous sommes aujourd'hui à mars, donc c'est le réalisé à mars. Mon forecast 3+9, nous sommes en mars, donc il y a 9 mois de forecast à faire.
À ce stade, le forecast 3+9 est parfaitement égal au réalisé, puisque je n'ai pas élaboré de forecast 3+9, à ce stade en tout cas. Et ensuite, on verra aussi comment on peut faire un budget à partir de rien pour les années qui viennent. Alors, typiquement, élaborons d'abord ce forecast 3+9. En cliquant sur ce petit raccourci, j'accède tout de suite à une fenêtre dédiée où je vois justement cette ligne forecast 3+9 avec mon réalisé donc jusqu'à mars et ensuite une prévision vierge à fin d'année. Or, on est bien obligé de se projeter. Et donc, pour cela, on va bénéficier d'un certain nombre de formules de calcul qui vont nous permettre d'ajouter de la dextérité dans la planification. Typiquement, bon, souvent, quand on fait un forecast, un atterrissage, on va partir d'une donnée connue. Et là, en l'occurrence, je vais me permettre de partir de la donnée budget qui apparaît là-haut. C'est le budget qui avait été fait. Donc, typiquement, je copie mon budget. Sauf qu'évidemment, mon forecast 3+9, il ne va pas forcément être égal à mon budget. Donc, je vais être en mesure, dans le cadre d'une société qui vend des vélos, d'augmenter mes ventes sur juin de X%, de 10%, pourquoi pas. Et également en décembre, à Noël, je vais augmenter mes ventes de vélos de 15%. Alors là, vous voyez qu'il y a des menus déroulants avec mes formules préférées qui sont là, avec des augmentations. Sachez qu'évidemment, toutes les formules de planification sont disponibles dans l'assistant planification que voici, avec toute une série de formules, la possibilité de copier, de transférer des volumes d'une cellule à une autre, de réaffecter, de figer des cellules. Voilà, donc tout ça est disponible dans l'assistant planification. Alors certes, il y a aussi le menu déroulant, mais également la possibilité de travailler avec des raccourcis clavier. Typiquement, si je tape dièse, dièse, 10%, eh bien, j'augmente la valeur de ma cellule de 10%. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer que vous allez disposer avec Gelox de nombreuses formules de planification qui vont vous permettre d'aller plus vite et de planifier plus vite et du coup de simuler plus vite. Alors, on va plus loin avec Gelox. On utilise également de l'intelligence artificielle. Alors là, je ne vais pas vous montrer de l'intelligence artificielle en tant que telle, mais plutôt de la prédiction sur la base d'historique de vente, sur la base d'outils et d'algorithmes statistiques. Alors, pour faire appel à ces algorithmes, en général, il me faut 3 années de réaliser, dans la mesure où il faut 3 ans d'historique pour identifier une saisonnalité. À partir de là, en cliquant sur Predict, il y a mes algorithmes statistiques qui tournent en arrière-plan et mon outil va me proposer la prédiction qui lui semble la plus juste. On va la voir apparaître à l'écran. Forcément, les algorithmes tournent en arrière-plan, donc ça prend un tout petit peu de temps avant de s'afficher. Et voilà, on a maintenant, si vous regardez sur le graphique en dessous, une prédiction qui apparaît, mais vous voyez également 2 courbes de part et d'autre de cette prédiction. Ces 2 courbes représentent l'intervalle de confiance parce que, oui, la solution est capable de donner un niveau de confiance à la prévision qu'elle propose. Donc, plus cet intervalle de confiance va être resserré, eh bien, plus la solution sera confiante en ce qu'elle propose. Au-delà de ça, c'est justement avec cette capacité que l'outil choisit le bon algorithme. Parce que vous voyez en bas à gauche qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui ont tourné en arrière-plan et que celui qui a été choisi, c'est le lissage exponentiel parce qu'il présentait le niveau de confiance le plus élevé. Alors après, en intelligence artificielle, on peut intégrer des variables exogènes et autres, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ceci étant fait, eh bien, si je retourne sur mon compte de résultat, vous voyez bien maintenant que d'un point de vue revenu, ma partie haute du compte de résultat, j'ai bien un forecast 3+9 qui apparaît ici. Ben oui, je viens de l'élaborer devant vous en quelques minutes. Quid d'un budget pour l'année qui vient, qui est donc à ce stade non démarré, mais il faut quand même se projeter. Eh bien, pour élaborer un budget, il y a souvent 2 approches. Une approche top-down où on saisit une information à un niveau très agrégé, ou alors d'avoir la possibilité de ventiler cette information agrégée vers les niveaux fins, ou alors de travailler en mode bottom-up qui consiste à saisir des informations à un niveau détaillé. Donc, en top-down, finalement, on va saisir effectivement une information à un niveau très agrégé. Vous voyez que je suis à l'échelle de l'Europe. Alors certes, je peux descendre par pays et dans mes pays, j'ai mes différents clients, mais je ne descends pas au niveau du produit.
Néanmoins, au niveau Europe, je vais élaborer mon revenu et récupérer mon réalisé de 2019 et peut-être l'augmenter donc de 10%. Et vous voyez que comme j'ai recopié mon réalisé, tous les poids de répartition sont les mêmes qu'en 2019, avec du coup un budget qui a été fait sur les clients qui avaient effectivement à réaliser sur 2019. Donc, vous voyez que j'ai ventilé au niveau le plus fin, qui est le niveau client, sur l'axe client, justement. Maintenant, la plupart du temps, ou plutôt de manière complémentaire, on va plutôt parfois avoir une approche bottom-up. Alors, je vais juste lancer un workflow parce que pour lancer cette planification bottom-up, j'ai besoin de lancer un workflow. C'est comme ça que j'ai paramétré mon processus. On verra tout à l'heure si on a le temps de balayer l'aspect workflow, mais je pense que ce sera un petit peu délicat. Mais une fois que mon workflow est lancé, là, je vais pouvoir travailler en mode bottom-up. Donc, mode bottom-up, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire travailler à un niveau fin. Et du coup, je vais directement travailler sur un client donné qui se trouve en Europe, en Allemagne, à Fribourg, et qui s'appelle Camping and Sport Stores. Et là, donc je suis au niveau le plus fin, dans la mesure où sur la gauche, vous voyez que j'ai ma hiérarchie produit, mes différents vélos rassemblés sous forme de catégories. Et là, à l'échelle des vélos, je vais pouvoir faire de la planification. Par exemple, sur mes vélos tout-terrain, là, je vais appliquer une formule un peu différente, un raccourci clavier. Je vais dire que je vais finalement copier mon réalisé, ou peut-être faire 2000 €. Donc, je vais dire, oui, je vais récupérer mon réalisé 2019 en un simple clic. Et là aussi, avec la possibilité de l'enrichir en rajoutant X%, mais évidemment, en ayant la possibilité d'affiner le chiffre directement au niveau le plus fin, c'est-à-dire au niveau du produit. Et maintenant, si je retourne sur mon compte de résultat, je vois bien en effet que j'ai maintenant une valeur qui apparaît ici, qui est le résultat du travail que je viens d'effectuer. Alors évidemment, la valeur est très faible dans la mesure où je n'ai planifié qu'un seul client et que j'ai tous mes autres clients à planifier. Voilà. Donc ça, vous voyez très bien ce que vous pouvez attendre de l'outil GDocs. Donc c'est vraiment un outil qui va apporter de la dextérité, de la facilité, un gain de temps parce que toutes les données sources vont être alimentées par l'interface. Alors certes, là je me suis axé sur les aspects vente, mais vous voyez bien que dans ma barre de navigation sur la gauche, j'aurais pu parler de production, d'achat, de ressources humaines, donc de masse salariale, et ainsi de centre de coûts, et ainsi alimenter la partie basse de mon compte de résultat. Alors, je vous ai dit que GDocs s'intégrait très fortement avec Excel. Je vais vous en faire la démonstration. Typiquement, en ouvrant un Excel vierge, vous voyez que j'ai là-haut maintenant un add-in Excel qui me permet, en cliquant sur Nouvelle vue, de récupérer la bonne base de données. Donc, je récupère celle-ci qui est créée dans mon GDocs et de faire des analyses ad hoc. Typiquement, je veux faire des analyses par produit, par mois, par version, et faire même de la planification. Je ne me limite pas à de l'analyse. On va tout simplement regarder les années 2018 à 2020, et également en termes de version. C'est là où on parle finalement donc de réaliser de budget et de budget V2, par faire différents scénarios. Et même intégrer, j'ai oublié d'intégrer un champ commentaire. Voilà, pour commenter toujours ce que je fais. Je colle ma vue qui va donc apparaître ici donc sous Excel. Et comme vous le voyez, donc je retrouve ma hiérarchie produit avec mes vélos classés par catégorie, avec un réalisé 2018 et 2019, aucun réalisé 2020 puisque l'année n'a même pas encore commencé, mais avoir la possibilité donc d'élaborer un budget. Alors, avec la possibilité de créer un budget V1, un budget V2, de commenter ce qui est fait. Évidemment, tout cela existe dans le web, mais je vous montre que c'est disponible dans Excel également. À noter que, par contre, si vous regardez, en cliquant sur une cellule, vous voyez bien là-haut que ce n'est pas une formule Excel, mais que c'est une formule GDocs.
Donc, on a vraiment l'impression de naviguer dans Excel, alors qu'en réalité, on est dans GDocs. Alors, je vais élaborer mon budget 2020 très rapidement et je vais dire qu'il va être égal à 500 000, voilà, en reprenant les poids de 2019. Alors, je tape 500, oups, c'est pas ici, pardon, excusez-moi, c'est au total que je vais le faire. Donc, je vais mettre 500 like, donc parce qu'il faut bien que je donne des poids de répartition. Donc, les 500 000, je vais les répartir comme on réalisait de l'année 2019, j'avais dit. Voilà. Et donc, j'ai bien 500 000 au total et qui a été ventilé sur l'ensemble de mes produits en tenant compte de mes poids de répartition de l'année 2019. Et après, évidemment, ligne par ligne, je peux mettre un commentaire, budget fait. Voilà, évidemment, tout ça, c'est possible dans le web, mais c'est pour vous montrer que d'un point de vue accompagnement au changement, on peut démarrer tout en douceur. Alors, j'aurais pu vous parler de bien d'autres choses, notamment de workflow, etc., qui sont clés. Et également, j'ai évoqué le compte de résultat, mais j'aurais également pu parler du bilan, du flux de trésorerie et également tout simplement des indicateurs métiers, puisque certes, c'est important d'analyser la donnée financière, mais c'est également important de pouvoir analyser la donnée métier qui finalement impacte la donnée financière. Voilà, ceci étant dit, je vais repasser la main à Laurent pour la suite de la présentation. Et pour ce faire, je vais, ou alors peut-être que tu peux reprendre directement la main, Laurent. Voilà, vous allez voir mon écran. Je vous propose de vous présenter rapidement qui nous sommes, du consulting. Et on passera à des questions-réponses. Au passage, vous pouvez, via le petit icône en haut à droite, aller vers le chat et poser vos questions. Et puis, on vous laissera également vous exprimer si vous le souhaitez. Donc, vous avez bien compris, GDocs, c'est l'éditeur de la solution du même nom et qui répond à cette problématique de planification budgétaire. Nous sommes la société BIP Consulting, et donc nous sommes une société spécialisée dans le domaine du pilotage de la performance. Et donc on intervient de manière exclusive sur ces problématiques de gestion de la donnée et d'exploitation de la donnée. Donc, dans le but de répondre à des logiques d'analyse et de pilotage de la performance. Derrière ça, qu'est-ce qu'on entend? Il y a différents sujets que l'on traite. Si on lit le schéma du bas vers le haut, donc la première partie, ça va consister à préparer la donnée, de ce qu'on appelle le data management, qui va consister à préparer la donnée, donc à récupérer la donnée des différents systèmes sources, différents systèmes opérationnels, de pouvoir la contrôler avant de l'intégrer dans les systèmes cibles. On verra après de quel système cible on parle. Le but étant en tout cas de contrôler la donnée, de la préparer, dans le but d'être analysée. Donc on va retrouver tout un tas d'outils permettant de simplifier toute la mise en place de ce processus de retraitement de la donnée et de mise à disposition de la donnée. On va également utiliser ces outils dans le cadre d'une solution cloud ou d'une solution SaaS, le but étant cette fois-ci de transmettre la donnée, transférer la donnée d'un système à un autre, d'un environnement à un autre, de manière sécurisée, de manière encryptée, et là aussi de garantir le transfert de la donnée de manière entièrement sécurisée. Derrière ces problématiques de data management, on va également retrouver donc des logiques de qualité de données et des logiques de MDM, ou de référentiel de données. Avant de pouvoir analyser la donnée, il faut pouvoir s'assurer qu'on a un référentiel qui est propre entre des données qui vont provenir de la compta, d'un logiciel de vente par exemple, et donc s'assurer que le référentiel, le produit est identique dans ces différents systèmes. Ensuite, on va retrouver dans la phase plus visible de l'iceberg, tout ce qui est analyse de la donnée, à commencer par des choses assez classiques de business intelligence, du data viz. Et donc là, on va retrouver des outils permettant de mettre en place des tableaux de bord,
et d'analyser la donnée de manière dynamique, de manière assez simple, au travers de graphiques, de tableaux de bord un peu sympathiques et visuels. En complément, on va retrouver, c'était l'objectif de ce webinaire, les outils d'EPM, donc d'Enterprise Performance Management, qui vont permettre cette fois-ci d'intégrer la notion de budget, d'objectif, et d'aller vers la simulation. Donc c'est complémentaire aux outils de database qu'on a abordé juste avant, dans le but d'aller vers de la remontée d'informations, de la simulation, et donc de la planification. C'est également complémentaire dans la mesure où GDocs va permettre propose une connexion aux principaux outils type Tableau, type Power BI, type Qlik. Et donc on va avoir un lien assez direct entre de la donnée GDocs qu'on va pouvoir saisir, qu'on va pouvoir consolider, sur laquelle on va pouvoir faire de la simulation, et puis des tableaux de bord associés à ces outils-là. Et puis, dernier sujet, c'est la data science. Donc, là, c'est le nom un peu à la mode, qui va permettre d'utiliser, on l'a vu un peu au travers de la présentation de Romain, d'utiliser des algorithmes statistiques pour aller exploiter la donnée et donc sortir des corrélations entre nos données et derrière pouvoir les exploiter à nouveau au travers des outils de tableau de bord ou des outils ETL. En termes d'intervention, on intervient donc sur tout le cycle de vie des projets de pilotage de la performance. Donc c'est dès les phases amont d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de formalisation de besoins, de spécifications fonctionnelles techniques, éventuellement de choix d'outils, d'architecture technique. C'est ensuite le gros des groupes qui intervient sur la partie mise en œuvre, donc assistance à maîtrise d'œuvre, c'est possible, sous différentes formes. Le but étant de mettre en œuvre les solutions, d'accompagner nos clients dans le paramétrage et l'intégration des outils. Et puis, on intervient sur tout ce qui est formation, support, suite à la mise en œuvre des solutions, et également de TMA, donc de tierce maintenance applicative de tous les projets que l'on met en œuvre. Bien évidemment, sur toutes ces phases-là, dans le cadre selon le type d'intervention, on intervient dans l'encadrement des projets et le pilotage de tous les projets. Quelques références clients. Donc, on va retrouver aussi bien des grands comptes, des PME, des ETI. Sur ces différentes problématiques que j'ai évoquées, à la fois de l'analyse, du pilotage et de la planification budgétaire. Comme l'a dit Romain, on va retrouver tout type de problématiques sur la planification budgétaire. Donc c'est à la fois de la planification budgétaire et ça peut être tout le processus budgétaire, aussi bien des ventes, des coûts, des émaux. Mais ça peut être également une problématique plus ciblée sur la problématique de masse salariale, sur des aspects plus orientés vente avec des problématiques d'optimisation de coûts, de prix de revient, des choses comme ça. J'en ai fini sur la présentation de la société. Je vous propose d'aborder quelques aspects questions-réponses. Et donc, je vais vous laissez la parole, ouvrez le micro pour que tout le monde vous permette de vous exprimer. Et puis, vous avez le chat à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas, aussi bien sur la société Lead Consulting, sur notre façon d'intervenir, que sur la solution GDocs et sur l'intérêt de cette solution dans le cadre de l'optimisation de votre processus de planification budgétaire. En attendant la première question éventuelle, je propose de faire une petite synthèse. Donc, on est bien dans le cadre d'un outil qui va permettre de grandement simplifier tout votre processus d'élaboration budgétaire. Et en gros, comme l'a dit Romain, de supprimer ce qui existe dans pas mal d'entreprises aujourd'hui, donc supprimer toutes les feuilles Excel, les macros Excel que vous pouvez avoir pour simplifier la consolidation de vos données, et donc de vous appuyer sur un moteur centralisé qui va d'une part permettre de récupérer tout le réel, donc de charger le réel et l'intégrer en base dans la base de données GDocs, et derrière de vous permettre au travers d'écrans de saisie de saisir votre budget à différents niveaux, de le consolider, donc d'avoir une vue vraiment agrégée par entité ou de manière globale d'entreprise, et puis d'appliquer des règles de répartition, des règles de gestion,
pour qu'on gérer également les intercos à ce niveau-là, et donc de mettre en place toutes les règles permettant de simuler, de planifier tout ce qu'on va retrouver au niveau de votre processus budgétaire. Une question de Delphine. Je vous le pose. Bonjour, en termes d'un projet bottom-up, le système adaptatif d'une ligne composant le total des coûts ou du produit qui n'a pas été complété. Est-ce que, Romain, je peux te laisser répondre? Oui, bien sûr, oui. Alors voilà, donc ça c'est un point clé, c'est-à-dire que au-delà de vous donner de la dextérité dans le travail, d'automatiser certaines tâches, etc. L'outil est là pour vous guider. Hein. C'est vraiment un outil qui a dimension processus et qui est là pour vous accompagner dans tout le cycle. Donc si là en l'occurrence en bottom-up, c'est-à-dire au niveau très très fin, eh bien, il y a une ligne qui n'a pas été complétée, c'est tout à fait possible. On peut imaginer des rapports de contrôle par client, par produit, et de visualiser au travers d'un indicateur le nombre de cellules ou de produits qui n'ont pas été, qui ne comportent pas de budget. Ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, via un filtre, accéder directement aux produits et aux clients. Mais oui, ça fait partie de je dirais, de la flexibilité de l'outil, hein, c'est de pouvoir créer ce genre d'indicateur pour vous aider dans votre travail. En complément, tout est tracé dans GDocs, et donc tout qui est remonté comme information du réel et du budget du forecast à travers les saisie est tracé, et donc on peut à tout moment savoir ce qui a été saisi, et puis on peut redescendre dans le détail de tout l'histoire. Question complémentaire, il s'agit d'un rapport d'erreur, mais pas d'une alerte en live. Effectivement, on ne va pas identifier ce qui n'a pas été saisi. Uniquement au niveau du workflow, on peut mettre en place un workflow permettant d'éventuellement faire des contrôles en affichant du pourcentage. Par exemple, dire qu'on a X% du budget qui a été saisi. Et donc mettre en place des contrôles à ce niveau-là, mais on est plutôt sur un rapport d'erreur par défaut que sur un contrôle du données. Une autre question de Laurent. La solution est-elle disponible en mode SaaS? L'objectif étant de minimiser le CAPEX. Je laisse répondre Romain. Oui, bien sûr. Voilà, effectivement, la stratégie de GDocs, c'est évidemment donc d'implémenter la solution en mode SaaS. Et si c'est la stratégie de GDocs, c'est bien parce qu'elle repose sur des arguments solides. Hein. C'est que de toute façon, c'est vraiment dans cette direction qu'on a. L'objectif, c'est que l'entreprise puisse se concentrer sur son cœur de métier et la décharger de tout ce qui est maintenance du hardware, des serveurs et autres. Donc, évidemment, oui, le coût CAPEX se transforme en OPEX, ce qui permet effectivement de fluidifier. Voilà, le fait est qu'aujourd'hui, la solution est disponible à la fois en mode SaaS et à la fois en mode on-premise. Mais ce qui est certain, c'est que d'ici quelques années, voilà, il n'y aura que le mode SaaS qui sera proposé, puisque, encore une fois, c'est la stratégie qui repose sur des analyses claires sur le sujet. On a une question complémentaire concernant globalement les aspects sécurité, la gestion de la sécurité, et notamment le type possible de saisir à plusieurs en même temps le budget. Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les utilisateurs n'auront effectivement pas les mêmes droits d'accès. Certains auront tous les droits, seront capables de créer des rapports,
d'être administrateurs de la solution, qui vont acquérir des compétences pour, encore une fois, créer des rapports, des workflows ou autres. Après, il y a des utilisateurs qui seront là pour planifier, donc ils vont se servir des rapports créés, ils ne vont pas les créer eux-mêmes, mais ils vont s'en servir au quotidien, donc les contrôleurs de gestion, et ensuite des utilisateurs qui potentiellement n'auront qu'un accès visuel sur les environnements de travail sans pouvoir agir sur la donnée. Alors, je continue. Donc, forcément, du coup, ça met des sécurités. Si une personne peut consulter un rapport mais ne peut pas saisir, eh bien, elle ne pourra pas saisir dans le rapport. Aussi, au contraire, l'utilisateur a des droits donc de planificateur, eh bien, lui pourra saisir. Donc, effectivement, selon la partie prenante dans le processus, selon son rôle, on va pouvoir définir différents profils. En termes de temps d'implémentation, 2 mots, mais peut-être je te laisserai compléter Laurent, mais le temps d'implémentation dépend forcément du périmètre projet. Forcément, si le projet consiste à uniquement, dans un premier temps, faire de la projection du revenu, du chiffre d'affaires, eh bien, ça va aller très vite. Hein, c'est une histoire de jours ou de semaines. Maintenant, si le projet, c'est d'élaborer un compte de résultat, un bilan, un rapport de flux de trésorerie, ben forcément, ça prendra plus de temps. Donc, ça dépend, pour conclure, vraiment du périmètre de votre projet. Oui, justement, en complément là-dessus, la première chose, c'est que la mise en place de ce genre d'outils nécessite quand même de bien définir votre processus budgétaire. Donc, il y a une phase de cadrage qui reste importante. Alors, soit vous décidez de la faire en interne, soit vous faites accompagner. Mais c'est important de savoir ce que vous mettez dans votre processus de planification budgétaire, de redéfinir éventuellement les règles de gestion, les règles de répartition, de préciser tout ce qui est chargement de données, de redéfinir les droits de chacun et qui va être responsable de la remontée de certaines informations, et les hiérarchies éventuelles qu'on va retrouver, puisqu'on peut avoir, au travers du workflow, on peut avoir différents niveaux de validation de la donnée. Donc c'est important de redéfinir tout ça avant de se lancer dans ce genre de projet. Ensuite, on a plein de façons d'avancer, et c'est un des avantages de GDocs là-dessus, c'est que vous pouvez très bien démarrer en disant je vais déjà répondre à la problématique de reporting, et donc récupérer toutes vos données du réel, et mettre en place un PNL, mettre en place le reporting que vous souhaitez avec les détails que vous souhaitez. Et puis ensuite, dans une phase suivante, intégrer votre budget. Ça peut être d'abord le budget des ventes, ensuite la masse salariale. Donc, vous pouvez comme ça avancer par phase successive, et vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un projet conséquent d'un seul coup. Sachant que ça reste super structurant comme projet, et donc il y a quand même un peu de réflexion, un peu de conception avant de se lancer dans la réalisation. Globalement, là aussi, comme le disait Romain, c'est difficile de mettre des chiffres en face, sachant qu'on fait pas grand-chose en dessous de 50 jours. Et puis après, ça peut aller à des journées bien plus importantes. On a une question concernant l'intégration. Alors, GDocs est accessible dans Web Services afin d'intégrer des données dans des outils de BI type Power BI. Également, qui laisse Alors, moi aussi, comptable. Bah, c'est-à-dire que oui, en fait, en fait, GDocs, la solution GDocs comporte son propre ETL. Donc, c'est ce fameux outil d'interfaçage qui va venir alimenter GDocs en données venant de vos outils sources. Par exemple, votre réalisé, vos ventes réalisées au passé, il va bien falloir les alimenter dans GDocs. Et donc, l'ETL est là pour ça. C'est un outil qui permet de créer des interfaces entre les outils
pour remonter de la donnée dans GDocs. Mais la démarche, le processus est possible dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est possible également de renvoyer de la donnée GDocs vers d'autres outils. Donc, c'est ça qui fait toute la souplesse de GDocs. C'est cet ETL intégré qui vous donne cette possibilité d'aller dans les deux sens, d'alimenter et d'extraire de l'information pour alimenter d'autres outils tels que ceux qu'on a sur le marché. Voilà. Maintenant, ce n'est pas un outil de comptabilité. Donc, s'il s'agit d'alimenter des comptes comptables, là, ça sera difficile. Parce qu'on partirait d'une information trop agrégée pour alimenter une information très fine. Donc, autant on peut faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'une information très fine et l'agréger au niveau qu'on le souhaite, autant si on a une information agrégée, c'est difficile ensuite de l'éclater à un niveau plus fin, si on parle de comptabilité, par exemple. Juste en complément, donc, il existe bien, en tout cas, par rapport aux outils, il y a une question de Patrice, il existe bien des connecteurs avec les outils de restitution d'analyse type Power BI, et notamment il y a un lien assez fort avec Power BI qu'on aura l'occasion, j'espère, de vous présenter très prochainement, courant juin, fin juin. L'idée étant, au travers d'une seule et même interface, type Power BI, d'avoir à la fois un écran de restitution d'analyse et un écran de saisie provenant de GDocs. Donc vous allez pouvoir fusionner des écrans et des données provenant à la fois de Power BI et donc d'une consolidation de données du réel, et puis un écran de saisie provenant de GDocs, tout ça dans une même interface. Alors c'est déjà le cas, et puis ça va être amélioré avec une version qui sera présentée très prochainement. Concernant la question de rebalancer les données du GDocs dans un SI comptable, on peut, comme disait Romain, sans problème aller faire un export des données de manière structurée dans un fichier. Alors avoir le niveau de détail souhaité, mais on peut, pourquoi pas descendre le niveau d'écriture. Et ensuite, il faut faire un peu de traitement pour intégrer ça dans l'outil comptable. Ou alors mettre à disposition la donnée dans un format compatible et qui sera pris en charge par l'outil comptable. On avait une dernière question qu'on a zappée sur la partie sécurité, et donc la question était la sécurité peut-elle s'appliquer par pavé de compte de résultat, pouvoir saisir sur le CA, mais pas d'accès à un niveau plus fin, par exemple. Je te laisse apporter une réponse pour moi. Oui, bien sûr. Hein, ça fait partie des droits qu'on donne ou qu'on ne donne pas, justement. Et ça peut très bien, ces droits peuvent très bien se paramétrer en fonction d'une ligne du compte de résultat accessible ou pas par l'utilisateur en question. Et ce qui n'est pas forcément le même cas pour un autre utilisateur qui, lui, aura accès aux lignes qui vont lui concerner lui. Donc, tout ça, c'est géré dans la gestion des droits par utilisateur. Donc, on peut effectivement faire des choses très fines au niveau de la sécurité, et avoir des utilisateurs qui sont associés à une entité, qui sont associés à une gamme de produits, qui sont associés à un service, et avec le détail souhaité en termes de saisie et d'analyse. Une autre question sur la partie volumétrie, peut-on intégrer un grand livre? Je te laisse répondre moi. Un grand livre, il faudrait voir, oui, pourquoi pas, mais après, il faudrait voir dans quelle mesure ce grand livre est exploitable dans l'outil et ce que vous voulez en faire. Maintenant, souvent, on n'hésite pas, Laurent, à compléter, mais souvent, on passe par une base de données intermédiaire pour passer donc d'une information à un niveau très fin vers une information à un niveau plus agrégé. C'est peut-être ce qu'on pourrait faire par rapport à un grand livre. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Alors, effectivement, ça dépend vraiment du sujet, de ce que vous voulez faire. On peut très bien repartir des écritures comptables et reconsolider tout ça.
Enfin, on peut vraiment aller dans le détail de l'information. Après, on n'est pas sur un outil, on n'est pas la fonction première de l'outil, ça reste quand même de la planification, de la simulation. Euh, donc le but est par exemple pas d'intégrer l'ensemble des tickets de caisse d'un magasin de la grande distribution et de faire des analyses là-dessus. Donc on est vraiment sur une logique de simulation, de planification dans une optique budgétaire, dans une optique d'optimisation des prix de revient par exemple, d'optimisation de base salariale. Et donc là, on peut aller dans un détail, je prends le cas de l'optimisation de la masse salariale, vous pouvez aller dans le détail de toutes les rubriques de paye, et puis descendre au niveau du salarié, et avoir tous les détails de la paye du salarié. Et puis après, aller consolider ça et faire de la simulation sur ces différents aspects. Donc pas de problème pour descendre de manière assez fine. Et puis après, ça va dépendre effectivement du nombre de lignes, de la volumétrie globale de l'entité, sachant aussi qu'on n'a pas évoqué cet aspect-là, mais dans GDocs, on peut on peut faire du multicube, et donc créer des environnements qui vont communiquer entre eux. Donc on peut très bien avoir une problématique, par exemple, masse salariale qui va être un niveau de détail, et puis un aspect budget-vente qui va être un niveau un peu plus consolidé. Ces deux choses-là travaillant sur des environnements, sur des cubes différents, des bases de données différentes. Et puis après, on aura un cube, un reporting qui va consolider cette information. Donc on est capable comme ça, selon la problématique, selon ce qu'on souhaite faire, créer des environnements dédiés, personnalisés, afin globalement d'optimiser le fonctionnement de la solution. On n'est pas obligé de faire un cube unique avec un détail monstrueux qui va à la fois permettre de faire du budget, de la simulation et du reporting. Et on peut découper et mettre en place des architectures qui permettent d'optimiser un peu le fonctionnement, les attentes qu'on a en termes d'analyse simulation. On n'a pas d'autres questions. J'espère qu'on aura répondu à vos attentes au travers de ce webinaire. On reste à votre disposition, aussi bien GDocs que Big Consulting, pour compléter éventuellement vos interrogations, et puis vous apporter des réponses, et puis éventuellement envisager d'aller plus loin au travers de projets, au travers de maquettes et prototypes, pourquoi pas. On vous remercie avec Romain d'avoir assisté à cet événement, et puis on espère à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.